Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dont le thème est comment votre politique QVCT peut réduire vos dépenses santé et prévoyance. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes parce qu'on a démarré un petit peu là à 1 minute trop tôt, que tous les participants prennent le temps de se connecter avant de démarrer ce sujet. Je vois qu'on commence de plus en plus à s'inscrire. Je vois des mains qui se lèvent. On n'est pas tout seul. Tant mieux, tant mieux. Oui, il est 11 heures, on va peut-être attendre encore une petite minute. On est bien, on va peut-être commencer et on va laisser les autres participants se connecter au fur et à mesure. Donc, je me présente déjà, Catherine Colombi, directrice de la protection sociale au sein du groupe Sparte. J'ai souhaité profiter de la 20e semaine de la QVCT pour évoquer avec vous comment on peut lier le sujet du bien-être au travail avec la réduction des dépenses des contrats collectifs santé et prévoyance. Pour partager cette réflexion avec moi, j'ai invité Nicolas Destan, directeur associé du back-office santé, BOSS, aussi ancien chiropracteur, qui a fondé ce service depuis plus de 10 ans maintenant, et qui pratique encore d'ailleurs, et Céline Laramé, consultante chez PDM, qui est une filiale du groupe Sparte axée autour de la politique handicap. Au niveau du programme, je vais commencer par vous donner quelques chiffres sur ce qui devient un vrai fléau en France, à savoir l'absentéisme au sein des entreprises françaises. On illustrera ensuite, grâce à nos deux invités, comment on peut trouver des solutions grâce à vos contrats d'assurance prévoyance santé complémentaires, mais aussi grâce à une politique handicap bien maîtrisée. Avant cela, Sparte en quelques mots et chiffres clés. Nous sommes un cabinet dédié au pilotage de la masse salariale, mais au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que nos domaines d'expertise vont de la réduction des charges sociales, y compris celles en matière de protection sociale, prévoyance santé, jusqu'à l'accompagnement de la stratégie de rémunération et épargne salariale, notamment via notre filiale Fairway, et en passant par la santé au travail grâce à notre filiale PDM qui, de la politique handicap, fait faire non plus une contrainte législative, mais un réel levier d'économie. On va voir ça par la suite. Sparte a fêté ses 10 ans d'existence l'année dernière et compte plus de 1000 entreprises clientes et plus de 80 collaborateurs qui, par leur expertise, ont réussi à trouver un montant d'environ 300 millions d'euros d'économies au total pour nos clients. L'absentéisme en France, quelques chiffres. Le taux d'absentéisme atteint un niveau record en 2022. 4,5%, comme vous pouvez le constater, soit un gap de 41% depuis 2019. Ce taux augmente car la fréquence explose. On constate aussi des phénomènes nouveaux. Les jeunes de moins de 30 ans sont également concernés par l'absentéisme, plutôt de courte durée, et les arrêts pour risques psychosociaux devancent ceux pour troubles musculo-squelettiques, et ce depuis 2021, notamment du fait de la crise sanitaire. Son poids financier devient donc de plus en plus important et malheureusement, les modèles prédictifs annoncent aucun retour à la normale pour 2023. Face à ce constat, il devient de plus en plus urgent de voir comment on peut remédier à cela, non seulement pour préserver la santé des salariés en entreprise, qui paraît évident et primordial avant tout, mais aussi pour réduire les coûts qui se répercutent sur les contrats d'assurance complémentaire, prévoyance et santé. L'entreprise dispose en fait d'un arsenal qui permet de lutter efficacement contre le phénomène de l'absentéisme. Ces réponses en fait constituent des pièces de puzzle souvent dispersées au sein d'un groupe,
surtout quand ce groupe compte plus de 1000 salariés. Alors que ces solutions, mises bout à bout, pourraient être efficaces et puissantes. Je m'explique. En France, en fait, le système de la sécurité sociale ne vient rembourser que les soins curatifs et non préventifs. Les dispositifs des contrats d'assurance venant en complément de la sécurité sociale, les assureurs sont restés longtemps axés sur ces soins curatifs. Mais c'est plus du tout le cas ces dernières années. Déjà parce qu'un des grands axes de développement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 tourne autour de la prévention santé. Donc, le gouvernement commence vraiment à s'intéresser à la prévention et plus aux soins curatifs. Mais les assureurs n'ont pas attendu, bien sûr, cette loi pour mettre en place des solutions préventives bien avant. Donc, il existe systématiquement, et ça, il faut le savoir, des services dédiés à la prévention santé, adossés à des complémentaires santé et prévoyance. C'est très peu utilisé et méconnu par les entreprises. Or, à travers le tarif d'assurance que vous payez dans vos contrats complémentaires prévoyance et santé, il y a des services qui vous sont proposés, parfois offerts, parfois avec un coût supplémentaire quand vous voulez aller plus loin au niveau de la prévention. Donc, les assureurs de vos couvertures s'axent de plus en plus sur ces services de prévention pour combler en fait le manque de services prévus à ce sujet par la Caisse primaire d'assurance maladie. Et ils investissent énormément sur des solutions différentes que celles qui consistent tout simplement à appliquer des hausses intempestives de tarifs d'assurance pour réguler la sinistralité. AXA dispose de solutions, Malakoff Humanis, Allianz également. Mais pour ce webinaire, j'ai choisi un exemple de prestataire pour lequel l'assureur SMA, mais aussi GAN Groupe Amavi, ont choisi de s'associer et qui a fait ses preuves. Il s'agit donc du back-office santé. Et je vais donc laisser la parole à Nicolas pour expliquer en quoi consiste le back-office santé. Merci Catherine. Merci. Donc Back-Office Santé, c'est une société qui est spécialisée dans la prévention des salariés dans les entreprises. Donc on a 800 thérapeutes qu'on envoie sur les sites d'entreprise pour faire soit du dépistage, soit du traitement, soit des ateliers. Donc on a des chiros, des ostéos, des ergonomes, des psys, des nutritionnistes, des médecins du sommeil et des infirmières qu'on envoie sur les sites même des entreprises. On a créé Back-Office Santé en 2012, donc on a 11 ans. Et aujourd'hui, on a ce recul de mesurer la prévention qui est toujours une difficulté en France à se dire est-ce que j'ai un intérêt à mettre de la prévention. Il y a un ROI, et donc oui, il y a un ROI, et c'est tout l'intérêt d'avoir des salariés qui sont en meilleure santé et que vous économisiez aussi sur vos coûts d'absentisme direct et indirect. Donc aujourd'hui, on couvre 850 000 salariés. Ça va de la PME à des grands comptes, en passant par des branches professionnelles et tout type d'activité. Il y a très longtemps, on pensait que c'était surtout les métiers manuels qui avaient beaucoup d'absentéisme. Catherine, elle a montré les chiffres. On voit aujourd'hui que aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés, il y a l'absentéisme qui a explosé. On n'a pas d'arrêt, pas tellement plus d'arrêt chez les seniors que chez les jeunes. C'est juste que l'arrêt de travail chez les seniors est souvent plus long, donc plus coûteux. Le principe de back-office santé, c'est je dépiste, je traite, je forme et j'informe mes salariés. Donc, on va vous montrer quelques résultats parce que c'est ça qu'on nous demande. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, sur l'ensemble des sites où on intervient, on peut avoir des baisses d'absentéisme compris entre moins 15 et moins 40% d'absentéisme. Pour faire un calcul très simple, parce que souvent les RH n'ont pas trop d'idée de combien leur coûte leur absentéisme de manière très précise, c'est 1% d'absentéisme égale 1,5% de la masse salariale. Donc voilà, c'est la formule mathématique assez rapide pour calculer votre absentéisme, et vous allez voir tout de suite que ça chiffre assez vite. On a un impact sur ce qui est le plus long et le plus coûteux et le plus problématique pour le salarié, c'est jusqu'à moins 70% de dossiers maladies pro, que ce soit sur les TMS ou sur les risques psychosociaux. Et une amélioration de l'état de santé des salariés, donc une baisse de 40% d'échelle de douleur avant traitement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à 7 sur 10, on va le ramener à 0, quelqu'un qui est chronique, il est à 6, on va le ramener à 2 sur 10. Mais voilà, il a des conditions de vie beaucoup plus vivables.
Et on a 80% de taux d'amélioration complète des salariés. C'est vrai, Avant de faire de la Nicolas, prévention, oui, je te coupais un petit peu, je t'interrompais parce que ces résultats sont concrets, sont éprouvés. Et souvent, quand on parle de prévention, on a à l'esprit qu'il faut du temps. Alors certes, il faut du temps pour qu'il y ait un vrai impact derrière sur les Mm. résultats, sur le capital santé, sur la baisse de la sinistralité. Mais l'expertise du back-office santé et les solutions que tu vas détailler là ont, au sein d'entreprises, vraiment prouvé que on pouvait avoir une efficacité à moyen court terme, puisque au bout de 1 an, 2 ans après les mises en place de ces solutions, tu m'arrêtes si je me trompe, on peut tout à fait raison. constater déjà des baisses de l'ordre de 15 à 40%. En tout cas, 15% sur les premières années et Ouais, de plus en plus ensuite sur le long cours. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas faire du one shot. Mm. Toutes les entreprises qui se disent, bah là c'est le cas, c'est l'aspect de la QVT, c'est dire, oh, bah, je fais un truc cette semaine et puis le reste de l'année je fais plus Ouais, rien. c'est Bon, ça. Mhm. c'est sympa, ça sensibilise, ça fait plaisir aux salariés parfois, mais au niveau de l'impact, il est quasiment nul parce que c'est du one shot. En fait, c'est le récurrent qui va faire qu'on va avoir une véritable efficacité. Et effectivement, sur les courbes d'absentéisme, on voit que c'est souvent au bout de 6 mois où ça commence à baisser. Au bout d'1 an, on voit vraiment un impact. Et après, ça continue à descendre. Après, il y a un plancher, hein, forcément. Mais quand on fait des actions sur 3 ans, c'est vraiment très flagrant de voir cette courbe au bout de 6 mois qui commence à fléchir et qui s'accélère à partir d'1 an. Et les entreprises ont mis ce type de prévention en place. En fait, dans 99% des cas, elles ne le retirent jamais parce qu'on sait très bien que la courbe va remonter sinon. Et donc ils voient qu'il y a vraiment une efficacité et un impact. Mais effectivement, il faut vraiment que ces notions de prévention ça s'inscrivent dans du Long moyen et terme, du ouais. Mm. et pas sur l'action one shot. Ça, c'est important de le dire, sinon ça fait des déçus s'ils font que du one shot. Alors, après, c'est pareil, quand vous mettez des solutions de prévention en place, ça c'est la slide d'après, c'est de dire il faut partir d'un bon état des lieux. Souvent, moi j'ai affaire aux partenaires sociaux ou à des RH qui vont dire moi je veux ça. Très bien, pourquoi? Bah, parce qu'on me le demande. Ouais, alors ça, c'est pas la bonne réponse parce que parfois les syndicats ils ont des préjugés en disant qu'il faut faire de l'ergonomie, faut faire de la prévention des risques psychosociaux. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont a besoin le salarié? Donc, l'approche vraiment idéale, c'est de dire bah, on va faire un diagnostic à 360. Donc, ça, c'est un questionnaire qu'on a développé qui va interroger le salarié sur les risques psychosociaux, les TMS, la nutrition, le sommeil, l'hygiène de vie, la santé visuelle. Ça se remplit en 8 à 9 minutes. Nous, on récupère toute la data de manière anonymisée et on va vous faire une cartographie par type de métier et par site. Donc, on est capable de dire, bah voilà, le cadre à Lille, il est comme ça, le technicien, il est comme ça, l'administratif, il est comme ça. Et puis à Marseille, le cadre, il est comme ça, le technicien, il est comme ça, l'administratif, il est comme ça. Donc ça donne l'état des lieux en fonction des métiers, en fonction des sites. Qu'est-ce qui se passe? On est presque dans de la médecine prédictive parce qu'en fait, au vu des résultats, on va être capable de dire, bah voilà, ce qui va être dans la cocotte minute dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est ça qui risque de Mm. causer et de provoquer ces arrêts de travail. Le salarié, quand il va répondre à ce questionnaire, s'il a une anomalie dans sa réponse, il reçoit une copie de son questionnaire avec l'indication que vous avez levé un point de vigilance qui va lui indiquer qu'il faut qu'il aille voir son médecin traitant. Donc, ça peut être une question, par exemple, qui paraît anodine, hein, c'est le matin, vous vous réveillez souvent. Et une des réponses possibles, j'ai souvent mal à la tête. C'est un signe d'apnée du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée que c'est un signe d'apnée du sommeil et ne vont jamais en parler à leur médecin. Donc, si ça, on le récupère dans la data, nous, on va lui dire, là, ça, c'est pas normal, va voir ton Une médecin. alerte, ouais. Voilà. Donc, ça permet de faire la carto et lui de le sensibiliser à prendre conscience que peut-être que quelque chose est anormal. De là, on présente les résultats aux RH, aux partenaires sociaux, et on vous fait des préconisations en disant, bah voilà, sur le site de Marseille, on va plutôt mettre de la prévention des risques psychosociaux et du sommeil, et puis sur le site de Lille, on va plutôt mettre de la prévention
des TMS. Par exemple, sur la partie TMS, ça peut être des téléconsultations avec un ergonome pour les gens qui sont en télétravail pour améliorer leur espace de travail. Ça peut être des séances de traitement avec des chiropracteurs, des ostéopathes. Sur la partie des risques psychosociaux, ça va être plutôt, par exemple, des ateliers pour former les managers à gérer un petit peu les problèmes perso et pro qu'a un salarié, parce que le manager se retrouve être plus ou moins un psychologue, à gérer son salarié qui peut avoir perdu un de ses parents la veille au soir, qui peut être en plein divorce. Donc c'est assez perso et pro. Et puis, ça peut être des petits ateliers pour gestion de stress. Donc, ça, Catherine, voulait que je vous en parle parce que c'est vrai que c'est assez original, mais ça marche très bien. C'est tout ce qui est auto-hypnose et cohérence cardiaque qui ont vraiment un véritable impact sur la gestion de stress. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui a été faite aux États-Unis là-dessus. L'auto-hypnose, ça permet de soit déstresser, soit de s'endormir plus rapidement ou gérer son cycle de sommeil. C'est notamment utilisé par les navigateurs qui font des courses de transatlantique où il faut qu'ils dorment juste 10 minutes, 15 minutes, parce que ça dure une semaine. Donc voilà, avec l'auto-hypnose, ils vont s'endormir plus vite et donc récupérer plus vite. On en parlait juste avant en préparant le webinaire, c'est dire, en fait, les gens qui sont chauffeurs routiers, ils se retrouvent un peu dans ces conditions-là. Ils ont un temps de conduite qui est limité avec un disque. Quand ils arrivent à la fin de leur temps de conduite, s'ils peuvent un peu récupérer avec un micro-sommeil, l'auto-hypnose, ça peut les aider. Et puis après, il y a tout ce qui est cohérence cardiaque, c'est avec la respiration, pareil, c'est faire baisser son rythme cardiaque, son stress. Et ça, c'est utilisé au sein du GIGN pour les tireurs d'élite, au moment où ils font ces tirs à très longue distance pour que vraiment le rythme cardiaque et la respiration soient au plus bas possible pour être le plus précis possible. Donc voilà, donc on a tout un éventail de solutions de dépistage, de traitement, d'ateliers pour former et informer. Et ce qui est très important, c'est que derrière, on va faire ce suivi efficacité et satisfaction. C'est-à-dire que tous les salariés qui sont passés entre les mains d'un thérapeute vont recevoir un questionnaire pour savoir à combien ils cotaient leur douleur avant les séances, après les séances, sur quels critères de qualité de vie il y a une amélioration. Donc c'est là où on va avoir des améliorations sur le sommeil, sur le stress, sur les risques psychosociaux, sur les TMS. Et c'est là où c'est très intéressant et que tout est impacté, c'est que souvent des actions préventives TMS, elles vont avoir un impact jusqu'à à peu près 15% sur les risques psychosociaux. Et à contrario, des solutions préventives sur les risques psychosociaux vont aussi avoir un impact de l'ordre de 15% sur les TMS. Et ce qui est normal, c'est je suis tendu, stressé, musculairement je me tends, donc je peux déclarer plus facilement des problèmes de dos et musculo-articulaires. Et à contrario, j'ai une sciatique, ça va jouer sur mon sommeil parce que je dors moins bien et ça va me taper sur le système au bout d'un moment et donc je vais être un peu en pseudo-dépression. Donc ça, on fait tout ce calcul d'efficacité du salarié. Et le but du jeu, c'est qu'en fin d'année, on se mette autour de la table avec l'assureur, un courtier s'il y en a un, et qu'on regarde les comptes techniques, le fameux taux sinistre à prime, et d'arriver à démontrer qu'effectivement, vous avez peut-être mis 15 000 € sur la prévention, mais que vos salariés ils vont mieux, de manière qu'ils ont déclaré, et qu'au niveau des comptes techniques, ils se sont améliorés. Donc, vous avez économisé tant d'euros. Donc, en faisant cette double analyse, on voit que la prévention donc, est efficace et donc c'est gagnant pour l'entreprise, et puis c'est gagnant surtout aussi pour le salarié, donc c'est vraiment du win-win. Carrément. Et d'ailleurs, le diagnostic 360 et la cartographie santé sont les deux blocs offerts lorsqu'ils sont, en tout cas inclus, parce que c'est un coût, mais lorsqu'ils sont, quand vous êtes assuré, quand une entreprise est assurée auprès de GAN ou de SMA. Donc, c'est le diagnostic et la cartographie est incluse dans le tarif d'assurance. Ce qui est important parce que pour pouvoir faire une réelle action ciblée, cohérente, à mener localement, sur site, pour aider le salarié à préserver son capital santé et baisser la sinistralité, ça commence forcément par un réel diagnostic et un état des lieux personnalisé, comme donc tu l'as bien expliqué, Nicolas.
Et je vais passer la parole à Céline. Voilà, donc Merci, Nicolas. Et c'est Céline maintenant de PIDEN qui va expliquer comment la politique handicap peut aussi être un réel allié de lutte contre Exactement. l'absentéisme et améliorer vos sinistralités. Exactement. À toi Merci, de Catherine. Eh bien, avant de prendre la parole un peu plus longuement, c'est vous que je vais mettre à contribution. Donc, vous avez un petit sondage qui va apparaître parce que je vous pose la question et je vous demande de répondre le plus spontanément possible. Quel est le pourcentage, à votre avis, de la population active, donc on prend les personnes entre 15 et 65 ans, qui pourraient être concernées par une situation de handicap temporaire ou définitive? Alors, je vous laisse répondre, participer dans la partie sondage qui est apparue normalement sur vos écrans. C'est une petite minute. Non, on va laisser le temps aux gens de répondre. La question est soumise. Et c'est une belle introduction justement parce que souvent on a tendance justement à pas forcément connaître le pourcentage de personnes qui vivent avec une situation temporaire ou définitive de handicap et parfois on est même éloigné de la définition qu'est le handicap justement en France. Donc ça va être une belle manière d'introduire le sujet. Alors ça charge. Alors, est-ce que vous avez, vous, des réponses de votre côté? Moi, j'en vois pas. Si, je peux te les donner. Si. Ah, j'en vois. 30, 15, 5, mais le 30%, Ok. c'est 15. C'est égalité. Alors, ouais, en effet, on peut afficher le résultat. Donc, bravo à ceux qui ont répondu 30%, vu que ça, c'est le chiffre donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en effet, 30% de la population active est concernée par une situation de handicap. Et souvent, on a tendance à imaginer qu'ils sont un petit peu moins nombreux. Et en France, ce chiffre pourrait même être largement au-dessus, vu qu'on a une définition qui a été donnée par le législateur en 2005, qui est un peu plus généreuse que celle de l'OMS. Et on pourrait même atteindre les 50% avec toutes les pathologies qui sont notamment dans le trouble invalidant de santé, qui sont par exemple en France les affections longue durée, c'est déjà 20% de Français concernés. Et oui, on peut afficher la suite, vu qu'en effet, c'est cette confusion qui existe en France entre cette notion justement de handicap et d'invalidité, vu qu'on a souvent tendance à rester sur cette partie émergée de l'iceberg, qui est l'invalidité, qui est visible et qui est forcément marquante, parce que c'est souvent une diminution partielle, voire totale à travailler, de la notion de handicap, qui, telle qu'elle est définie depuis 2005, elle est beaucoup plus large et est définie dans la loi comme étant un problème de santé durable qui impacte le travail. Et alors, qui impacte le travail et sa durabilité, c'est vraiment sur plus d'un an. C'est un problème de santé qui doit s'inscrire sur une durée d'un peu plus d'un an pour pouvoir permettre d'obtenir cette reconnaissance aussi de travailleurs handicapés auprès de la MDPH, qui, là, est l'organisme qui gère ce sujet-là. Et l'invalidité, c'est plus le côté sécurité sociale. Et on rappelle aussi ce chiffre important, c'est que 80% des situations de handicap ne se voient pas. Donc, on peut tout à fait porter seul son problème. Et je rejoins justement l'intervention de Nicolas juste avant, toutes les pathologies, en effet, invisibles, qu'on va pouvoir illustrer aussi dans la slide qui suit aussi, où là, on montre en effet qu'il y a beaucoup de situations auxquelles on ne pense pas forcément. Vous avez justement le diabète, 5% de Français. Tout ce qui est sensoriel avec les déficiences auditives, c'est 12% de Français concernés. 10% de femmes concernées par l'endométriose. Ce qu'évoquait aussi Nicolas avec les TMS dont font partie les douleurs au niveau du dos, c'est 25% de Français concernés. Tout ce qui est migraine, 14% de Français. L'obésité, 17%. Et tout ça sont des situations, en effet, qui peuvent permettre d'obtenir ce statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et souvent, vos salariés vivent avec ces pathologies, mais ignorent tout simplement qu'ils peuvent bénéficier de ce statut, ou en tout cas n'ont pas forcément les bons réflexes pour justement s'identifier comme étant en situation de handicap. Donc, c'est toute l'approche de PIDIEM, c'est de mettre en place justement ce gagnant-gagnant dans l'entreprise, comme l'évoquait aussi Nicolas. Dès lors qu'on parle justement de prévention, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant aussi bien pour vous, employeurs, que pour vos salariés, vu que vous, d'un côté, en effet, vous versez plus autant d'argent, en effet, à la GFIP, qui est cette taxe qui est soumise aux entreprises de plus de 20 salariés, d'atteindre 6% de salariés en situation de handicap.
Donc ça, en effet, ce budget, plutôt que de le donner, entre guillemets, à la GFIP, autant le récupérer en interne pour faire et mener une politique de prévention de la santé au travail à laquelle nous, on va pouvoir aussi vous aider, donner de meilleures conditions à vos salariés. Et puis pour le salarié, c'est en effet, il porte plus seul son problème de santé, c'est vraiment bénéficier de toutes les mesures qui existent, notamment sur le compte personnel de formation. Dès lors qu'on a ce statut de travailleur handicapé, on peut avoir un abondement de son compte formation, bénéficier des aides de la GFIP. On parlait de la déficience auditive tout à l'heure. Dès lors que j'ai ce statut administratif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc l'acronyme est connu aussi comme RQTH, dès lors que j'ai ce statut, je peux avoir une aide complémentaire de la GFIP jusqu'à 850 € par prothèse. Donc, ce n'est pas négligeable une fois la part sécu et mutuelle pris en charge. Donc, tout ça, c'est ce bénéfice que vous allez vous retirer en tant qu'employeur et que le salarié surtout va retirer, c'est de vivre mieux au travail et d'allonger aussi sa durée de vie au travail. Donc, c'est tout l'ADN de PDM. Et Céline, sur l'endométriose, le statut a changé récemment, c'est ça? Pardon, je n'ai pas entendu, Nicolas. L'endométriose, tu disais? L'endométriose, le statut a évolué récemment. Oui, en fait, voilà, dès qu'il y a un diagnostic, ouais, c'est ça, dès qu'il y a un diagnostic de posé, en fait, la MDPH, qui est l'organisme qui instruit les critères pour l'obtention de ce statut, il faut en effet qu'il y ait une attestation médicale, un certificat médical qui montre bien que depuis plus d'1 an, la personne vit du coup avec ce diagnostic et impacte son travail forcément, même si c'est sur des périodes ponctuelles, comme les allergies notamment, c'est pas forcément au long cours, mais dès lors que le problème est là, il y a un impact sur le travail. Donc là, on peut le gérer et trouver des solutions pour que la personne vive mieux sa difficulté. Avec, pour l'endométriose, ça peut être du télétravail qui peut être octroyé de façon un peu plus active sur ces périodes-là pour éviter que la personne ait des temps de transport qui vont la fatiguer et qui vont augmenter cette fatigabilité. Ok. Merci Céline pour cette intervention. Donc Merci. effectivement, C'est bien. oui. Alors, non, mais je Oui. crois qu'il y avait une slide, mais c'était la conclusion de PDM, de dire qu'en effet, voilà, on a une approche vraiment, pour le coup, individuelle et confidentielle Oui. qui permet en effet à vos salariés de pouvoir prendre conscience que leur problème de santé s'appelle une situation de handicap et notre approche a prouvé aussi ces résultats depuis ces 15 dernières années que nous existons, vu qu'on a réussi à soulager plus d'1 millier de bénéficiaires qui ont obtenu ce statut et surtout 2/3 de nos clients qui ont dépassé ces fameux 6% et qui ont pris à bras le corps ce sujet et qui a eu des impacts sur les leviers que vous avez évoqués tout à l'heure, Nicolas et Catherine, sur l'absentéisme, mais aussi sur la baisse de l'inaptitude et pour aussi le turnover, parce qu'une fois qu'on est bien dans son entreprise, on a plutôt envie d'y rester. Donc, ça joue aussi sur ces leviers aussi. Merci, Catherine. Oui. Je t'en prie. Donc PDM, on y croit beaucoup. C'est une façon de voir la politique handicap autrement. On a tous des a priori, on pense tous qu'il faut recruter, et finalement, on a au sein des entreprises des salariés qui ont un handicap et qui, à travers une politique handicap, QVT, bien pilotée, bien conçue, peut aider le salarié non seulement à préserver sa santé, mais aussi du coup à trouver et faire des économies à l'entreprise et ne plus voir ça comme une contrainte finalement réglementaire Exactement. et lier les deux sujets économiques et à la fois santé et ainsi préserver donc le capital santé de vos salariés, réduire les coûts prévoyance et santé parce que on consomme moins de médicaments, on est moins en arrêt de travail. Et c'est ainsi que je vais donc conclure du coup le webinaire pour montrer comment tout peut être lié et imbriqué au sein d'une entreprise. Quand on pense à QVT, ça réduit effectivement l'absentéisme, contribue à diminuer les dépenses liées à la santé et à la prévoyance. Les assureurs, faut pas oublier, disposent d'offres comprises dans vos contrats d'assurance santé et prévoyance. Donc, il faut les interroger, il faut voir ce dont vous bénéficiez et aller plus loin quand il y a vraiment un sujet qui est identifié. La mise en place d'une politique handicap, donc c'est pas que, et Céline vient bien de le préciser, c'est pas que une contrainte réglementaire ou une politique d'équité sociale au sein d'un groupe, c'est aussi contribuer au capital santé, identifier
les salariés, et c'est pas que tarte à la crème, puisque ça fait ses Mm. preuves, et on a pu voir que ça a pu non seulement ben, faire des économies aux salariés, mais aussi accompagner dans, au niveau de l'entreprise à trouver des solutions pour aider le salarié à mieux lier son problème de santé et sa vie professionnelle. Mm. Exactement. Donc, peut-être que on a des questions, du coup. Oui, je vois. Il y a déjà 2 questions. Alors, je vais répondre à Lorraine. Alors, les critères, c'est ceux de la MDPH, hein. C'est un problème de santé durable, sous-entendu plus d'1 an et qui impacte le travail. Donc, ça, c'est mesuré il y a un CERFA administratif rempli par la personne et un certificat médical, comme je le disais tout à l'heure en réponse à Nicolas pour l'endométriose. Et Anthony pose la question, un cancer peut-il être reconnu? Bah oui, on pose les 3 critères. Est-ce que c'est un problème de santé? Oui. Est-ce qu'il est durable? Oui, parce qu'on sait qu'une fois que le diagnostic est posé, forcément, ça va s'inscrire dans la durée. Et est-ce qu'il impacte mon travail? Bah oui, forcément, vu qu'il y a une fatigabilité, et puis les traitements et les effets secondaires, surtout associés au protocole, peuvent être très impactants, même après le traitement, vu que il y a toute une période après de suivi qui peut être aussi fatigante pour la personne qui vit avec un cancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Lorraine qui est en train de poser encore d'autres questions. On a été dans le timing, hein. Je vois qu'il est 11h30. Parfait. Très bien. Est-ce que les assureurs proposent réellement dans tous leurs contrats des offres de prévention? Oui, oui, parce que même selon les conventions collectives et la branche dont relève l'entreprise, il y a même une obligation conventionnelle, à savoir une cotisation, une part de la cotisation qui doit aller vers ce qu'on appelle le haut degré de solidarité. Et si il n'y a pas cette part, vous ne répondez pas à vos obligations conventionnelles. Donc la métallurgie, je pense au transport, je pense aux entreprises qui relèvent du Syntec. Et donc les plus grands assureurs, aujourd'hui, sur leur contrat d'assurance, adossent des services de prévention. Damien, et je l'ai pas cité, la Mutuelle Générale propose aussi des services de prévention. J'aurais pu aussi inviter Damien à ce webinaire, mais en fait, on aurait fait un webinaire de 6 heures, 7 heures si on avait invité tous les assureurs pour proposer leurs solutions. Donc j'ai dû vraiment faire un choix. Tous ont fait l'épreuve. Le bulletin, oh là là, j'allais dire le bulletin officiel, le back office santé, pardon. C'est celui qui vous est offert à travers SMA et GAN Group à ma vie, mais bien sûr que d'autres solutions de même type sont proposées via la Mutuelle Générale, notamment. Que je connais parce que je suis en discussion avec eux sur la partie flex. Et pour répondre à la question de Marie-Josée sur est-ce que le boss est accessible pour tout le monde. Ah, on t'entend On t'entend un petit entrecoupé, peu moins, Nicolas. Nicolas. Ouais. Oui. Tu m'entends un peu moins bien. Est-ce que là tu m'entends? Oui. Oui. Je vais répondre à la question de Marie-Josée. Est-ce que l'offre de boss est accessible pour toute entreprise? Oui, Non, ça c'est accessible. Après, il y a toujours une notion de quel est l'effectif de l'entreprise. Si on est sur des entreprises de 2 ou 3 personnes, ça coûte vite cher. Donc, c'est là où il faut passer par le degré de solidarité ou le fonds d'action sociale où ça prend en charge. Et donc, c'est accessible sans surcoût. Est-ce que vous accompagnez? Je n'ai pas vu. Alors, je ne vois pas Anthony. la fin de la question Alors, d'Anthony. Est-ce que Anthony, vous l'avez? est-ce que vous nous accompagnez dans la réalisation de la politique du handicap? Et si oui, les offres de prévention des assureurs peuvent-ils être mises en avant? C'est une excellente question d'Anthony. Tout Je à vais te fait. laisser répondre, Céline. Bien sûr, Catherine. Oui, on accompagne justement dans la mise en œuvre de la politique handicap en préconisant justement à l'entreprise toutes les mesures qui vont pouvoir justement rassurer les salariés par rapport à ce sujet
de leur situation de santé. Et en amont de cette mise en place de la politique handicap, on fait nous aussi finalement un 360, mais on l'appelle pas comme ça. Nous, c'est plutôt un état des lieux auprès d'un panel de salariés, donc de façon individuelle et confidentielle, qui va nous permettre d'aller mesurer le niveau de maturité de l'entreprise sur ce sujet qu'est le handicap et de voir un petit peu où est-ce qu'elle en est sur ce sujet et de vous permettre derrière de mettre en place des choses qui soient cohérentes avec ce qu'on aura mesuré auprès de ce panel de salariés pour pouvoir justement vous préconiser des choses que vous pourrez continuer à faire dans le temps. Comme le disait Nicolas, c'est un sujet aussi qu'on doit mener sur du long terme et surtout qu'il soit pérenne et qu'il puisse permettre à vos salariés d'être rassurés, que ça ne soit pas juste un one-shot, PDM est venu, tout va bien. Non, non. C'est sur du long terme, vous accompagner sur ce sujet et c'est nos 200 clients depuis 15 ans, c'est parce qu'il y a eu cette mesure vraiment d'engagement de la direction qui a vu que voilà, c'était un sujet dont il fallait vraiment prendre en compte et du coup, c'est pour ça qu'on a ces résultats aussi, c'est que la direction porte le sujet et s'engage aussi avec certaines mesures. Et voilà. Et dans ces solutions, donc, effectivement, il faut puiser dans tout ce qui peut exister aujourd'hui à disposition des entreprises, dont, et ne pas oublier donc les services de prévention adossés aux contrats et dispositifs de protection sociale, et donc y faire appel pour pouvoir vraiment lier et faire le lien. Et des actions, et si le bilan, par exemple, là on a parlé du back-office santé, et si l'état des lieux et le diagnostic est offert, et que si on veut pousser plus loin et pouvoir financer, même à hauteur de 15 000 euros, un déplacement sur site des professionnels de santé, ces 15 000 euros pourront être financés par les leviers finalement d'économie que PDM aura pu faire à l'entreprise. Donc c'est vraiment l'entonnoir qu'on avait dessiné sur ce slide. L'idée c'est de dire voilà, je sais que dans les grandes entreprises la politique handicap peut être au sein des ressources humaines, mais être aussi dans d'autres départements. Donc appeler ses collègues et des divers départements et voir comment toutes ces solutions, une fois imbriquées et à disposition de l'entreprise, mais vraiment peut être une solution assez puissante pour lutter contre l'absentéisme, sans forcément faire une avance de trésorerie et en plus peut avoir un bénéfice réel à la fois sur la santé des salariés, mais aussi sur une maîtrise des coûts liés autour des contrats complémentaires. Et je crois qu'Anthony est en train de poser peut-être une dernière question. On dispose de combien de temps encore? On avait prévu jusqu'à... On a, oui, peut-être encore 1 minute ou 2. On laisse Anthony taper taper sa question. Dans le choix du contrat santé-prévoyance, c'est ce qu'ils mettent en avant les offres de prévention. Alors, pas toujours, on va dire, et ça dépend. Donc, en tant qu'auditeur de contrat d'assurance complémentaire prévoyance, on fait toujours une ouverture de mission. On pose la question au DRH et la plupart du temps, malheureusement, ce sujet est assez méconnu. On voit trop à travers la complémentaire santé prévoyance tous les remboursements de lunettes, tous les remboursements voilà, d'hospitalisation. On voit un peu de médecine douce, bien sûr, qui est devenu un incontournable, mais l'entreprise n'est pas assez au courant de tout ce qui va au-delà du contrat complémentaire santé. Et d'où l'objet de ce webinaire, c'est de se dire ne jamais oublier de penser aussi à demander à son assureur ou à son courtier. En tout cas, nous, quand on audite, on pose systématiquement la question. Et quand on fait aussi un 360, un état des lieux, et quand on voit que le sujet de la prévention n'est pas sur la table, on le met en concurrence, bien sûr. Et quand on challenge les assureurs, on demande aux assureurs de proposer et de mettre en avant tous ces services qui peuvent être axés, mais selon finalement ce qu'on aura ciblé. Que si c'est autour de l'absentéisme, si c'est autour de la nutrition, si c'est autour d'autres sujets, c'est là-dessus qu'on va peut-être regarder. Et là où se différencient, j'ai envie de dire, les différents assureurs, c'est sur peut-être les choix
du sujet en lui-même. Il est tellement large, le sujet de la prévention avec un grand P. Donc, ça va être surtout sur choix. Donc, on va venir les challenger sur ça là-dessus, sur comment on les accompagne, sur même, on n'a pas parlé, mais même la dépendance. La dépendance, un salarié qui a aujourd'hui un, un proche de sa famille qui est dépendant peut aussi avoir du mal à lier vie professionnelle et vie privée et s'arrête du coup pour ce type de sujet. Hein, c'est pas forcément un sujet de santé, mais ça peut le devenir derrière après sur un stress au travail parce qu'on n'arrive pas à lier les deux. Donc tout ça, c'est des sujets tellement énormes, grands, et le domaine est tellement ouvert que c'est là-dessus qu'on va faire la différence en posant la question. Et c'est là où on va s'axer, c'est se dire ne plus avoir juste cette idée de se dire, bon, ben, de manière assez, j'ai pas, automatique, de voir la saisonnalité et d'augmenter, surtout que là, les contrats d'assurance vont être pas mal augmenté dans les proches années à venir, notamment dû à l'inflation, mais aussi du fait de cette hausse d'absentéisme constatée maintenant partout au sein des entreprises. Et donc, pour préserver le coût, pour le maîtriser, il est important aujourd'hui de parler de prévention et de plus parler de comment je fais après coup, une fois que ma sinistralité est là. Éviter le curatif, Donc, ça Damien coûte plus finit cher. en disant la prévention, c'est du gagnant-gagnant pour les assurés, mais également pour les assureurs. Et Et appuie. pour rebondir sur ce que tu dis, Catherine, c'est que ce qui est important, c'est parce que là, on s'appuie un peu trop sur l'histoire en disant les pilotes de la prévention, les censés riches, etc. Mais c'est surtout que c'est la politique RH de l'entreprise qui doit prendre ce sujet à bras le corps de la prévention, de la politique handicap. Euh, et je vais prendre un exemple qui est pour les aidants. En fait, on a des salariés qui se retrouvent en situation d'aidant qui ne savent pas qu'ils le sont. Et pourtant, dans le contrat d'assurance, il y a des aides, des prises en charge. Nicolas, ta communication, elle est très saccadée. On t'entend Ah, par à-coups. Je pensais être la seule, mais j'ai Damien de la Mutuelle euh, Générale. alors attends, là j'ai coupé la vidéo, c'est mieux? Non, c'est pareil. C'est Bon, très ok. haché. Bon, je vous relaisse la parole alors. Non, non, c'est bien là. Non, c'est mieux là? Oui, Ouais. En fait, ce que je disais, c'est que c'est surtout les RH qui doivent prendre la politique de la prévention et du handicap à bras le corps et s'appuyer effectivement sur les compétences de l'assureur s'il y a des services de prévention. Mais je prends l'exemple des aidants, c'est que souvent il y a des choses qui sont mises en place dans les contrats d'assurance et le salarié ne le sait pas. Ignore, ouais, bien sûr. oui, Ouais, c'est oui, mettre donc en valeur tout ce qu'il y a dans ces contrats. C'est ça. ouais. Il y a une politique sociale. Je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre à travers tes mots saccadés, Nicolas. C'est ça. Une politique sociale réelle et bien conçue, menée par l'entreprise. Exactement. Bon ben, je pense que du coup, on peut clôturer ce webinaire officiellement. Et je vous remercie à toutes et à tous pour avoir participé activement. Merci à Nicolas et Céline, à nos deux invités, Merci pour ce Catherine. Merci partage. Catherine. Merci pour ces questions très constructives et ben, bonne fin de semaine de la QVCT. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.